Le président du parti politique Renouveau démocratique RD, Lamoussa Dienko, a été officiellement investi ce samedi 16 août 2025 à Abidjan comme candidat de sa formation politique à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025 pour incarner l'alternance. Réunis en conseil politique depuis vendredi au siège du parti à Cocody, les membres du comité central ont décidé, à l'issue des travaux, de porter leur choix sur M. Dienko, mettant en avant son expérience politique et économique, sa fidélité à la lutte démocratique et sa vision d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Le candidat du Renouveau démocratique RD a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en lui, tout en appelant à une mobilisation collective autour du projet de transformation nationale. Je vous remercie pour le travail que vous avez entamé. Je vous remercie pour la confiance que vous portez en moi. Et je m'engage à relever le défi. Et je voudrais encore vous féliciter, le secrétaire général, pour ces 2 ou 3 jours de travaux. Et je pense personnellement que, à ma modeste personne, je mettrai tout en œuvre pour ne pas décevoir l'équipe Renouveau démocratique. Avant toute chose, il faudrait dire merci à Dieu, que son esprit soit avec nous ce matin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes à un tournant décisif de notre histoire. La Côte d'Ivoire indépendante conditionnée à 65 ans. Nous sommes au soir d'une transition générationnelle à une autre, la nôtre. Il faudrait qu'on amorce ce changement avec beaucoup d'abnégation. Notre pays a connu l'esclavage, les travaux forcés, l'indépendance conditionnée. C'est toute une histoire d'un peuple qui a traversé des difficultés humaines extraordinaires. Nous continuons de vivre dans la pauvreté, dans l'ignorance et dans l'incertitude. Nous n'arrivons toujours pas à nourrir nos populations. Nous n'arrivons pas à nous éduquer de façon adéquate. Nous rencontrons toujours des difficultés à offrir de l'emploi à notre jeunesse. Nous n'arrivons pas à nous soigner, à nous loger. Nous n'avons toujours pas réussi à avoir une cohésion sociale. Nous ne sommes toujours pas sortis du joug colonial français. Nous n'avons pas une réelle industrie de base importante. Nous continuons de consommer ce que nous ne produisons pas et produisons ce que nous ne consommons pas. Nous ne sommes toujours pas une nation démocratique. Voici l'image de notre pays en ce jour du samedi 16 août 2025. Il faudrait qu'ensemble, nous l'analysons en détail pour mieux la comprendre et faire des propositions. Toute chose, il faut d'abord une économie appropriée. La Côte d'Ivoire a toujours eu une économie de subsistance depuis 1960. Le secteur primaire est basé sur la production et l'exportation de produits agricoles tropicaux, notamment le café, le cacao, le palmier à huile, l'EVA, l'anarcade, ce qui représente près de 20% de notre PIB, alors que l'agriculture ne représente que 1,6% du PIB de l'Union européenne et 0,8% aux États-Unis. La particularité de notre agriculture, c'est qu'elle n'est pas mécanisée. Le secteur secondaire, c'est-à-dire l'industrie et la construction, représente 24% du PIB. Le secteur tertiaire, le commerce, transport, services financiers, santé, représente 55% de notre PIB. Notre économie, de 87 milliards de dollars américains, ce qui représente 140 000 francs CFA seulement par mois, par habitant, est très faible pour une population de 31 millions d'habitants. Il est quasiment impossible de vivre avec un SMIC de 75 000 francs CFA par mois, ce qui fait de nous un pays pauvre. Nous n'avons pas une économie de marché qui consiste à avoir une économie de marché, c'est-à-dire il faut un système bancaire fonctionnel dans lequel le consommateur et le producteur ont accès au crédit.
notre économie demeure largement dans l'informel, représentant plus de 90% des emplois. Il est quasiment impossible d'obtenir un prêt bancaire pour entreprendre, ce qui rend difficile la création d'emplois. Depuis près de 60 ans, nous avons déposé à la Banque de France 70% de nos devises, ce qui a asphyxié notre économie. Notre monnaie commune, le franc CFA, est une monnaie sous tutelle. Or, en économie, on n'étudie pas du tout la monnaie sous tutelle, ça n'existe pas. Aucun texte, aucune université ne l'enseigne. Nous avons en réalité jamais une économie monétaire, chose que nous avons qui nous a empêché d'ailleurs d'injecter de la liquidité dans notre économie quand besoin est. La France a pendant longtemps le contrôle de notre politique monétaire, ce qui n'est pas normal. Si cet accord de coopération monétaire de la zone franc ne profitait pas à la France, alors pourquoi a-t-elle depuis des décennies un droit de veto dans ces trois ensembles monétaires africains, c'est-à-dire l'Union monétaire ouest-africaine, l'UMOA, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, et l'Union des Comores? Pourquoi insiste-t-elle à vouloir garantir cette monnaie? Nous avons en réalité la politique fiscale. L'État dépend des impôts pour ses dépenses pour rembourser sa dette depuis 1960. C'est pourquoi aucun gouvernement depuis 1960 n'a pu corriger la cherté de la vie. L'État impose des impôts à tous les niveaux. 37% de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté. Au niveau de la santé, on reconnaît l'état d'un système sanitaire d'un pays par l'espérance de vie de sa population. L'espérance de vie de nos citoyens se situe entre 59 et 61 ans, comparativement à la France qui est de 82,6 ans et au Japon 87 ans. Ce sont les statistiques que je vous donne qui sont disponibles à la Banque mondiale, Fonds monétaire international et CIA. Les lits d'hôpitaux, nous n'avons que 2,8 lits d'hôpitaux pour 10 000 habitants en Côte d'Ivoire. Il y en a 126 lits pour 10 000 habitants en Corée du Sud, 54 en France, 78 en Allemagne. La mortalité maternelle. 384 femmes meurent sur 100 000 naissances en Côte d'Ivoire. Il y en a seulement 7 sur 100 000 naissances en France, 0 en Norvège et 4 sur 100 000 naissances au Japon, 6 à Singapour. La mortalité infantile, 2870 morts sur chaque 100 000 naissances en Côte d'Ivoire. Il y en a 410 en France, 300 en Belgique, 310 en Allemagne. Médecins et docteurs. Notre système de santé souffre d'un cruel manque de médecins, surtout dans les spécialités. Nous avons 1,75 médecins pour 10 000 habitants. Il y en a 33 pour 10 000 habitants en France, 43 pour 10 000 habitants en Italie. Au niveau de l'éducation, nous avons un système qui est franchement doit être mis en cause. L'éducation est vitale pour le progrès d'une nation. Il y a eu certes des acquis. Depuis les années 1980, voilà plus de 4 décennies, l'éducation ivoirienne traverse une crise profonde. De déclin en déclin, nous sommes passés d'une malaise à la maladie. Depuis le président Félix Houphouët-Boigny, l'école est tombée malade et elle ne s'est toujours jamais relevée. Ni le président Houphouët-Boigny, ni le président Bédié, ni le président Guèye, ni le président Gbagbo, ni le président Ouattara n'ont réussi à guérir l'école dont l'État n'a cessé de se détériorer. Et les statistiques en éducation, le taux d'analphabétisation en France et des pays européens est de 0,1%. Le taux d'analphabétisation en Côte d'Ivoire, en Chine, pardon, de 3%, et le taux en Côte d'Ivoire est de 47%, c'est-à-dire la moitié de la population ivoirienne analphabète. Le niveau d'éducation en Côte d'Ivoire a beaucoup baissé. Le décrochage, c'est-à-dire l'interruption de scolarité, est devenu pandémique. Le taux de décrochage scolaire est le pourcentage d'élèves qui arrêtent les études avant l'obtention d'un diplôme. Selon les chiffres de la Direction des statistiques, de la planification et des statistiques, la DSPS, du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, en Côte d'Ivoire, 2 millions subissent le décrochage scolaire chaque année. C'est-à-dire chaque année, il y a au moins 2 millions d'enfants qui abandonnent les études. Dans nos villages comme dans nos campagnes, les élèves et étudiants ivoiriens sont confrontés à des obstacles majeurs qui entravent leur parcours vers la réussite. Les maux de notre pays, du système éducatif, sont nombreux et profonds. Des infrastructures délabrées. Dans des villages, dans des écoles rurales, les salles de classe sont construites avec des matériaux précaires.
dépourvus d'électricité, d'eau potable, de sanitaires décents et parfois même de toitures. Des classes surchargées. Il n'est pas rare de voir un seul enseignant face à plus de 80 élèves, dans des conditions pédagogiques intenables. Une pénurie de manuels et de matériel didactique. Les outils essentiels à l'apprentissage manquent cruellement, laissant élèves et enseignants démunis. Un déficit alarmant d'enseignants qualifiés, notamment dans les disciplines scientifiques, où le manque de compétences spécialisées compromet l'avenir intellectuel de nos jeunes. Les dispositions et les propositions du renouveau démocratique. Sur le plan éducatif, il est impératif de repenser en profondeur le système éducatif de notre pays. Le ministère de l'Éducation nationale doit se rappeler que sa mission première est d'élever l'ensemble de la population au plus haut niveau de savoir possible. Le niveau terminal ne devrait pas être une finalité exceptionnelle, mais le socle minimal garanti à chaque citoyen. Sa vocation n'est pas de fournir des emplois, mais de former des esprits éclairés, capables de bâtir, penser et transformer la nation. Le renouveau démocratique propose une transformation radicale et inclusive du système éducatif national, fondé sur l'équité, la qualité et l'accès universel au savoir. Voici les actes majeurs de cette transformation. 1. La suppression des examens de sélection. Les examens d'entrée en 6e, en second et au baccalauréat seront supprimés. L'objectif est clair, permettre à au moins 97% des enfants inscrits au CP1 de poursuivre des études supérieures contre 4 seulement % que nous avons aujourd'hui. L'éducation ne doit plus être un entonnoir, mais un fleuve ouvert à tous. 2. La création massive d'infrastructures, des écoles, des lycées, des universités et centres de formation seront construites pour réduire l'écart entre la demande éducative et les capacités d'accueil. Chaque enfant, chaque étudiant doit trouver une place digne dans nos systèmes. 3. La valorisation des ressources humaines et un plan national de revalorisation des enseignants sera mis en œuvre. Élévation du niveau académique, formation continue et accompagnement professionnel. L'enseignant doit redevenir le pilier respecté de la société. 4. Modernisation du matériel et des bibliothèques. Le matériel didactique sera renforcé et des bibliothèques modernes seront implantées dans toutes les régions pour nourrir l'intelligence collective et démocratiser l'accès à la connaissance. 5. Réforme universitaire par unité des valeurs. Le système universitaire adoptera un modèle semestriel par unité des valeurs, où l'étudiant choisit ses horaires et valide ses années selon son rythme. Une flexibilité pensée pour l'autonomie et la réussite. 6. La revalorisation salariale des enseignants. Les salaires des enseignants seront alignés sur le coût de la vie, avec une augmentation annuelle automatique indexée sur le taux d'inflation, afin de préserver leur pouvoir d'achat et leur dignité. 7. La construction des campus universitaires. Des campus modernes et accessibles seront construits pour loger tous les étudiants dans le besoin, garantissant un cadre propice à l'étude et à l'épanouissement. 8. La réhabilitation du patrimoine éducatif. Le patrimoine mobilier et immobilier de l'État sera réhabilité pour offrir des espaces d'apprentissage sûrs, fonctionnels et inspirants. Et 9. Généralisation de l'éducation préscolaire. Des écoles maternelles seront créées pour chaque enfant, avec pour ambition de passer de 3% à 100% de taux d'enrôlement au préscolaire d'ici 2050. L'avenir commence dès les premières années. La lutte contre la fraude et la corruption. Une tolérance zéro sera appliquée contre la fraude et la corruption dans les milieux scolaires et universitaires. Les concours d'entrée dans certaines structures comme l'ENA seront supprimés et intégrés au cursus universitaire normal pour plus de transparence et équité. 11. Prise en charge de la spécialisation médicale. L'État prendra en charge la spécialisation des étudiants en médecine, garantissant un accès équitable à la formation avancée et une réponse durable aux besoins sanitaires du pays. Au niveau de la santé, le renouveau démocratique s'engage à bâtir un système de santé accessible,
moderne et équitable, enraciné dans les besoins réels des populations. Ce grand projet national de santé de proximité repose sur les piliers suivants. 1. Construction d'infrastructures hospitalières régionales. Des centres hospitaliers, universitaires, CHU seront construits dans chacune des 31 régions du pays afin de rapprocher les soins spécialisés des citoyens où qu'ils vivent. C'est ce que nous appelons une santé de proximité. Réhabilitation et extension des centres de santé. Les centres de santé seront réhabilités et construits dans toutes les localités pour garantir une couverture sanitaire complète et digne du village à la métropole. 3. Équipement en plateaux techniques modernes. Chaque centre de santé sera doté de plateaux techniques performants pour assurer des diagnostics fiables et des soins de qualité sans dépendance excessive aux grandes villes. 4. Des cartes biométriques pour une gestion transparente. Des cartes biométriques de santé seront mises en place intégrant des données essentielles telles que le groupe sanguin, les allergies et les médecins traitants. Cette innovation permettra de réduire la fraude, les coûts inutiles et améliorer le suivi médical personnalisé. 5. La formation des médecins spécialisés prise en charge par l'État. L'État prendra en charge la spécialisation des médecins, garantissant une montée en compétences nationales. Une formation continue du personnel médical sera également assurée pour maintenir l'excellence des soins. 6. Le développement d'une industrie pharmaceutique nationale. Une industrie pharmaceutique locale sera développée pour réduire la dépendance aux importations, créer des emplois et garantir l'accès aux médicaments essentiels à des prix justes. Au niveau de l'agriculture et l'industrialisation, le renouveau démocratique s'engage à transformer en profondeur notre modèle économique en passant d'une agriculture de subsistance à une agriculture de performance et en bâtissant une industrie nationale forte et créatrice d'emplois. Mécanisation et intensification agricole. Il nous faudra mécaniser notre agriculture et passer d'un modèle extensif à une agriculture intensive, capable de nourrir la nation et d'exporter avec fierté. D'ici 2050, l'agriculture ne représentera plus de 20%, mais seulement 5% du PIB, signe d'une économie diversifiée et modernisée. Nous allons aussi passer à la transformation locale des ressources, nos produits agricoles et miniers sur place, créant ainsi une chaîne de valeur nationale. Cette dynamique industrielle permettra la fabrication locale de réfrigérateurs, de cuisinières, de climatiseurs, de pneus, de ventilateurs, de motocyclettes et bien plus encore ici même sur notre sol ivoirien. C'est dans ce secteur que se trouve l'emploi. Tant que nous n'engageons pas ce secteur, nous n'allons jamais pouvoir trouver de l'emploi pour cette jeunesse. Un haut fourneau pour l'ivoirien. En fait, avec la fabrication de réfrigérateurs, de cuisinières, de climatiseurs ici, il nous faut forcément de l'acier. Alors que nous avons dans la région de Mans, on nous a dit depuis 1960 que nous avons du fer. Alors nous allons passer à l'exploitation de ce fer et construire un haut fourneau dans la région de Mans. Et pour soutenir cette ambition, ce haut fourneau qui sera installé à Mans, si Dieu nous fait cette grâce, afin de produire l'acier nécessaire à notre industrie. Ce sera une pierre angulaire de notre souveraineté industrielle. Les pays de l'AES. Il nous faudra une diplomatie de souveraineté et sécurité régionale. Le renouveau démocratique engagera une campagne diplomatique soutenue auprès de nos pays frères de l'AES, fondée sur la fraternité, la souveraineté et la solidarité régionale. Pour une UMOA libérée et intégrée, l'accent sera mis sur la nécessité d'agir ensemble au sein de la zone UMOA, afin de préserver notre marché commun et de soutenir définitivement le franc CFA en rompant son arrimage à l'euro. Ce pas décisif vers une monnaie africaine souveraine marquera une nouvelle ère d'indépendance économique. Et aussi, notre proposition sera au niveau africain. Nous avons en ce moment plusieurs monnaies, ce qui rend difficile notre économie, l'économie africaine en général. Nous allons proposer, si vous voulez, 3 zones monétaires en Afrique. 3 zones monétaires, c'est-à-dire des zones d'une population de 500 millions d'habitants sur 1 million
1,5 milliard que nous sommes, où nous avons seulement 3 monnaies, où le marché interne étant de 500 millions qui permettait d'attirer des investissements dans presque toute l'Afrique pour sortir de l'Afrique en général, même de la pauvreté. Réforme sécuritaire au sein de la CEDEAO. Concernant la CEDEAO, la sécurité sous-régionale et la lutte contre le terrorisme, le renouveau démocratique propose des réformes audacieuses, notamment la création d'une armée permanente, financée équitablement par les États membres. Cette force commune incarnera la volonté des peuples d'Afrique de l'Ouest de défendre leur territoire, leur dignité et leur avenir. S'agissant de nos relations avec la France, pour une souveraineté monétaire et un partenariat renouvelé, le renouveau démocratique s'engage à mettre un terme définitif à l'usage du franc CFA. La France ne garantira plus notre monnaie et nous abrogerons les accords de 59 qui ont longtemps encadré notre dépendance monétaire et économique. Cependant, cette rupture ne signifie pas une séparation totale avec la France. La France demeure un partenaire historique avec qui nous partagerons des liens multiséculaires. Il nous reviendra d'entretenir cette relation, mais sur de nouvelles bases, fondées sur le respect mutuel, la réciprocité et un partenariat gagnant-gagnant au service des peuples et non des intérêts unilatéraux. Apparemment, depuis 2020, je crois que le compte d'opération a été fermé. Mais c'est une astuce, parce que ce fonds étant fermé, il est toujours dit que la France garantit toujours notre monnaie avec, comme on appelle, la Banque de France. Nous n'avons qu'une relation avec la Finlande, la Norvège, la Suède et tous ces pays européens qui utilisent l'euro. Et pourtant, nous sommes arrimés à l'euro. Pourquoi? Parce que la France nous y accompagne. Elle nous accompagne parce qu'elle nous demande justement nos avoirs qui sont, comme on appelle, à la Banque de France. On a fermé ce compte d'opération, mais nous sommes devenus dans un instant dépendants, puisque toujours est-il que dans les décisions, la France étant garante, elle a toujours quelque chose à dire sur cette question monétaire. C'est pour cela que nous allons définitivement sortir de là et ne plus avoir la France garantir notre monnaie. Au niveau de la cohésion sociale, pour guérir la nation, il faut nommer la blessure. La réconciliation des Ivoiriens restera une illusion tant que nous n'aurons pas identifié les racines profondes de la fracture nationale. Nous nous sommes affrontés, non pas par hasard, mais parce que certains de nos concitoyens se sont sentis exclus de la nationalité. Ce droit fondamental censé unir a été détourné en instrument de division. La question de la nationalité fut le nœud central de notre crise. C'est pourquoi ce dossier sera placé en tête de nos priorités. Sans paix véritable et cohésion sociale, aucun chantier de reconstruction ne tiendra. Il nous faudra conquérir une grande concertation nationale, convoquer une grande concertation nationale, réunissant les rois et chefs traditionnels, les partis politiques, la société civile et toutes les forces vives de la nation pour redéfinir ensemble les fondements de notre vivre ensemble. Notre génération porte la responsabilité historique de refermer les plaies, de briser les murs de la suspicion et de restaurer l'unité nationale. Nous mettrons fin à la division, non pas par décret, mais par vérité, justice et dialogue. En économie, enfin, pour pouvoir réaliser ce vaste programme de gouvernement, le renouveau démocratique va réorienter l'économie de la Côte d'Ivoire. Il faut passer d'un pays agricole à un pays industriel. Actuellement, nous collectons comme revenu près de 12,9% d'un PIB de 87 milliards de dollars. Il faut créer des conditions d'une croissance de 10% et de maintenir pendant une génération afin de doubler l'économie chaque 7 ans et élargir l'assiette de l'État. Notre PIB passera à 348 milliards de dollars en 2039 et nous pourrons ainsi obtenir un PIB de 1 trillion de dollars de 392 d'ici l'an 2053. C'est-à-dire nous avons chaque 7 ans, nous allons doubler notre économie, notre PIB, et avant la fin de la génération, c'est-à-dire dans les 25-28 ans, nous serons à 1 trillion et 392 milliards de dollars. Nous l'achèverons avec des réformes. Cela nécessite que nous sortons du franc CFA définitivement, en réorganisant la Banque centrale avec les pays membres de l'UEMOA. Notre monnaie ne sera plus arrimée à l'euro, et la France ne va plus la garantir.
elle va fluctuer librement et la Banque centrale pourra injecter librement de l'argent dans notre économie afin de stimuler la croissance. L'accès au crédit par les entrepreneurs et les consommateurs sera possible avec une politique rigoureuse au niveau macroéconomique qui va permettre de créer plusieurs banques et assurances. Avec cette réorientation de l'économie, l'assiette de l'État va inéluctablement s'élargir. Muni d'une politique monétaire et budgétaire appropriée, l'État pourra soulager enfin les consommateurs en réduisant les impôts ou en jouant sur la disponibilité de la masse monétaire. La réduction des impôts à tous les niveaux et la disponibilité du crédit permettra à nos petites et moyennes entreprises de pouvoir entreprendre des investissements afin d'élargir leurs structures. La machine de la création d'emplois sera enfin mise en marche. La lutte contre la corruption sera notre priorité. Selon les chiffres du gouvernement, actuellement la corruption coûte chaque année 1400 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Notre politique de lutte contre la corruption sera très rigoureuse. Toute personne reconnue coupable répondra de ses actes devant la loi. Il ne s'agira ni de règlement de compte, ni de vengeance, mais d'une justice impartiale, ferme et transparente. Les biens acquis de matière frauduleuse seront saisis conformément aux procédures légales et les auteurs d'infractions graves seront incarcérés dans le respect des droits humains et de la dignité. La Côte d'Ivoire tournera la page à un passé difficile le 26 octobre 2025 et amorcera une nouvelle marche vers le développement, si Dieu le veut, et si vous acceptez de marcher avec nous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu nous guide et nous épargne de la violence pendant cette période électorale. Que la paix soit avec nous. Membre de la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, CAPSI, le Renouveau démocratique s'était retiré officiellement de la coalition. À l'origine de cette rupture, la création d'un front commun entre le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, et le Parti des peuples africains, PPACI, annoncé le 19 juin sans concertation préalable avec les autres membres de l'Alliance. À noter que l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est prévue se tenir le 25 octobre 2025, date constitutionnelle.